que, alors je sais pas si tu l'as fait de manière consciente ou pas, c'est dingue, hein. Et je me demandais, ouais, allonge-toi, et je me demandais si, justement, tu n'avais pas cherché aussi à symboliser la façon dont le continent européen et le continent américain réagiraient à une invasion de ce territoire. Parce que tu vois bien que les deux ne réagissent pas de la même façon, et tu as l'impression qu'elles vont, à la base, elles sont sur une même trajectoire de vie. Et du fait de cette invasion-là, ils vont partir sur deux trajectoires, mais quasiment diamétralement opposées, qui vont symboliser vraiment deux cultures différentes. Voilà. Et donc, je ne dévoilerai pas le destin, puisqu'on en a... Mais là, c'est un peu ce qui est en train de décider. Et on verra quand même qu'un des deux personnages va rester finalement ce qu'il était avant, c'est-à-dire profiter de l'aubaine et puis certainement... s'intégrer dans le processus de sauvetage, tandis que l'autre personnage, beaucoup plus décideur, individualiste et révolté, va avoir un destin un petit peu plus en résistance ou en opposition avec la proposition. Et voilà, ça, évidemment. Et ça aussi, bien sûr, Hélène symbolise la vieille Europe, un petit peu, qui vit comme elle peut, mais avec son expérience, et puis son intelligence, ses qualités, ses défauts. Et puis Lise symbolise une Amérique du pétrole qui va de l'avant, qui va toujours de l'avant, qui va très vite, oui bien sûr. Qui va très vite dans le mur, pour le coup. Très très vite. Et toi Mathieu, au niveau de tes influences, quand tu as un beau succès là, est-ce qu'il y a des... Et toi aussi tu ferais, puisque tu es au design, est-ce qu'il y a des thèmes de la SF ou des œuvres qui vous ont beaucoup inspiré pour illustrer des jeux? Je vais d'abord parler Manu, quand même. Alors, Fred m'avait conseillé de lire, Fred Duval m'avait conseillé de lire un bouquin, ça s'appelle Putain de mort, de Michael Heller, justement, sur le vécu d'un GI pendant la guerre du Vietnam. Donc, justement, pour essayer de m'imprégner de l'ambiance qu'il avait en tête à cette époque-là. Après, il y a d'autres choses qu'elle peut-être, je ne sais pas si c'est très proche, mais moi j'avais en tête, au moment quand on était un peu plus avancé dans le projet, j'avais en tête le Green Zone, film avec Matt Damon de Paul Greengrass, si je ne dis pas d'annerie. Pareil, sur le destin d'un GI américain, par rapport à l'invasion, la venue des Américains en Irak. Et donc on adoptait son point de vue à lui, sa vision des choses, et il y avait ça. Et puis aussi on parlait de premier contact, pour l'aspect, pour certains aspects visuels, une espèce de sobriété, de tranquillité dans la façon de représenter la venue d'extraterrestres, et puis des petites astuces visuelles qui étaient, voilà, je trouvais vraiment intéressantes et plutôt bien pensées et assez cohérentes avec ce qu'on pourrait imaginer de technologie extraterrestre. Et pour le monde extraterrestre en tant que tel, est-ce que tu as été totalement libre d'illustrer ça comme tu voulais ou... Alors totalement, c'est vrai que ça s'est fait beaucoup avec Fred aussi, du coup, Fred Blanchard, quelle idée le temps de Fred, c'est terrible. Mais donc oui, on avait discuté un petit peu, et surtout Fred avait lancé une illustration, il avait proposé une illustration qui m'a un peu servi de socle, à partir duquel je savais à peu près dans quelle direction aller. À partir de là, à partir de ce maître étalon, on va dire, je savais ce que je pouvais essayer de tirer dans un sens ou dans l'autre, sans trop essayer sans trop m'en éloigner. Et donc à partir de là, oui, j'étais complètement libre. Voilà, dans une certaine ligne, j'étais libre. Bon, alors, encore une fois, moi, mon rôle était simple, parce que j'étais là pour amener des formes les plus... j'étais là pour amener un plus sur l'album. Donc j'ai pris ça vraiment comme un peu comme un boulot de commande, où j'ai regardé les choses pragmatiquement. Et là, pour le coup, je suis un peu parti en amont de vous deux, parce que j'étais vraiment concentré que sur ça. Donc je me suis dit, quelle est la meilleure façon de proposer quelque chose d'original, en tout cas un minimum original
par rapport à ce qu'on peut voir d'habitude. Encore une fois, comme le designer de Weta n'était pas là, je me suis dit, bon ben voilà, je vais être confronté à ce truc-là, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire sur ce truc-là? Et je suis parti d'un constat super simple, c'est que dans tous les films de science-fiction de ces 50-60 dernières années, quand il y a une invasion, quand les extraterrestres arrivent, on a de toute façon des soucoupes volantes qui sont rondes. Donc j'ai dit à mes deux petits camarades, pour être original, partons sur des formes carrées, parce que ça on n'a jamais vu en film, etc. On n'a pas ça, on n'a jamais vu. Et puis plutôt que partir sur des designs vachement alambiqués, avec des tonnes de détails, parce que j'avais été confronté il y a quelques années à... J'avais fait une adaptation en comics d'un roman Star Wars avec Latine pour les États-Unis, où on avait été obligé de dessiner des vaisseaux de Star Wars, des chasseurs X, le Faucon millénaire, tout ça, c'était super chiant. En fait, c'était une galère à dessiner, parce qu'on s'aperçoit tout bêtement que ces vaisseaux-là ont été conçus, ont été dessinés pour bouger devant une caméra. Donc ils sont super beaux quand ils bougent sur un écran. Quand vous devez les dessiner page après page sur des tonnes de cases, vous vous rendez compte déjà que c'est des objets qui ne rendent pas très bien sous plein d'angles différents. Donc à peu près il y a 3 angles sous lesquels chaque vaisseau est beau à regarder sur une image arrêtée. Donc je voulais vraiment éviter ça, je voulais vraiment éviter que Mathieu galère à devoir dessiner des trucs super compliqués sous plein d'angles, parce que je voulais aussi que il puisse vraiment aussi prendre tout ça en main hyper facilement. Donc voilà, partant de ces deux principes-là, on est très vite parti sur des vaisseaux carrés, sans trop de détails. Alors il y avait aussi ma fascination pour 2001 l'Odyssée de l'espace, parce qu'il y a ce monolithe noir qui est hyper emblématique, qui est indépassable dans le genre. Quand on pense à ce film, c'est un archétype, c'est un symbole qui est un peu indépassable dans le cinéma de science-fiction de la deuxième moitié du XXe siècle. Donc, en partant de ces deux principes-là, de base, on est aussi un peu retombé sur ça, on a fait un peu écho à des films qui ont été quand même assez matriciels dans l'histoire du cinéma. Donc, je me suis dit, on a quand même tapé hyper fort dans les intentions de départ, et puis partant de là, on a décliné les formes. Et ce qui est marrant, c'est que le vaisseau mère, donc je ne sais pas si vous avez vu l'album, c'est des énormes vaisseaux carrés, je ne sais pas combien ils font, de centaines de mètres. Tout ça, ça a été conçu avec des chutes de carton de l'expo des 30 ans de série B que j'avais fait il y a 3 ans ici aux Utopiales. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un décor de vaisseau tout noir avec des pages à l'intérieur. Et pour concevoir ce truc-là, j'avais acheté du carton plume. Il me restait des formes, et plutôt que dessiner les vaisseaux au départ pour Mathieu, j'ai commencé vraiment à les fabriquer, en fait, tout bêtement. Ça m'a permis de tester tous les angles pour voir s'il serait bien dessiné. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va se balader, lui. On fait passer Galbon. Ah, mais alors, voilà. Super, je crois que tu partais. C'est n'importe quoi. Les gens partent sur la salle. Dans la salle aussi, oui, mais sur l'estrade aussi. Donc voilà, donc c'était vraiment le principe de base. Pour moi, c'était ça. Aller vers de la simplicité, vers quelque chose qui serait emblématique. Et puis on a quand même relativement été d'accord sur l'alchimie, sur cette alchimie qu'on avait trouvée là, à ce niveau-là. Ouais. En tout cas sur les vaisseaux, c'est... Moi quand j'ai vu les trucs super plats ou qui se pliaient en carré, ça m'a fait rire parce que j'avais envie de travailler sur des aliens qui seraient en gaz. En fait, c'est une idée que j'ai depuis longtemps, je ne sais pas si ça a déjà été fait dans les SF, mais oui je crois. Mais bon, bref. Et j'avais une idée comme ça d'avoir des consciences gazeuses, et je me suis dit, bah voilà, on a nos pilotes, parce qu'ils peuvent être dans un truc super plat en fait, puisque le gaz se dissout comme ça. Ah oui, c'est vrai, je te coupe 30 secondes, parce que c'est vrai que j'avais fait des chasseurs que j'adorais, les gros vaisseaux, les chasseurs étaient tout plats, et puis au bout d'un moment, je leur envoyais le truc, je me suis dit, mais où on va foutre le pilote? J'avais juste pas pensé à ce c'est là que le scénariste dit, j'ai un pilote, c'est impilotable, donc je me suis dit, merde, il va falloir que je rajoute une cabine, ça va être super moche, ils me font chier, ils vont péter mon super beau design, et là, en discutant, encore une fois, la communication est vraiment au centre de tout. T'es parti. Je lui ai présenté Gaz. Et Gaz, ça gaze. Voilà, et c'était rigolo parce que l'idée du gaz n'était pas gratuite. Dans Renaissance, il y a toute une charte qu'on découvrira au fur et à mesure des albums, mais il y a vraiment des débats éthiques, et ils ont, eux, passé déjà le cap d'interdire les drones, en fait. Et c'est rigolo parce que j'ai vu que la discussion entre là, en ce moment, on va vraiment discuter du fait de désarmer les drones et d'interdire les drones armés. Et ça, c'est une question éthique fondamentale. Hein, et donc, Renaissance n'envoie jamais au combat de drones sans pilote.
garde cette idée du s'il faut tuer, il faut qu'il y ait une conscience dans l'arme, en fait. Voilà. Alors bon, bah, ça fait partie des petits débats moi qui m'intéressent depuis longtemps. Et bon, bah, c'est marrant puisque là, visiblement, les grandes instances mondiales vont se mettre à débattre de ça la semaine prochaine, je crois.